Les berlines sportives françaises ont toujours eu ce petit quelque chose de noble. Cette obstination à vouloir se mesurer aux Allemandes, même quand tout le monde pense que la bataille est perdue d'avance. Sauf que parfois, nos constructeurs se sont un peu trop approchés du soleil. Aujourd'hui, je vous propose de remettre en lumière 5 modèles qui, pour la plupart, ont fini par repartir la queue entre les jambes, faute de vente, de stratégie cohérente ou d'un design trop en avance. Ou complètement à côté de la piste. Restez bien jusqu'à la fin. Numéro 5, Talbot Thagora, 1981-1983. Pour comprendre pourquoi la Thagora fait partie des plus gros flops de berline sportive française, il faut revenir à sa naissance mouvementée. À l'origine, ce n'est même pas une Talbot, c'est un projet Chrysler Europe, le fameux C9. L'idée était de créer une grande berline tricorps capable d'aller chercher les Allemandes sur leur terrain avec une propulsion, un grand gabarit, un moteur 2 litres de poussée dans ses retranchements et une habitabilité royale. Sur le papier, ça se tient, mais en 1979, PSA rachète Chrysler Europe et récupère tout le dossier. Et là, c'est le début des ennuis. PSA a déjà une grande berline, la Peugeot 604. Citroën a la CX. Les deux sont installées, connues, rassurantes, et au milieu, on parachute une nouvelle venue, rebadgée Talbot, une marque que les clients ne comprennent plus depuis des années. Résultat, un positionnement flou, une image confuse et un réseau Peugeot-Citroën qui n'a aucune envie de pousser une inconnue qui pourrait cannibaliser leur propre modèle. Techniquement pourtant, la Thagora n'est pas un laidron mécanique. Plateforme de Peugeot 505, propulsion, habitacle immense, équipement riche et surtout l'arrivée d'une version SX équipée du V6 PRV, le plus puissant jamais monté en atmosphérique. 165 chevaux. La française la plus performante de sa catégorie à son lancement. Elle flirtait avec les 200 km/h, offrait des sièges velours moelleux, un ordinateur de bord, des jantes TRX, bref, elle cochait toutes les cases. Alors, pourquoi un tel flop ? Plusieurs raisons. D'abord, le timing. La crise pétrolière de 79 explose en plein lancement et personne ne veut d'un V6 glouton. Ensuite, la finition. Correcte mais inférieure aux standards allemands. Puis, les grèves à Poissy. Livraison en retard, qualité inégale, ajoutez à un réseau commercial démotivé, une identité de marque illisible et une arrivée beaucoup trop tardive. Et vous obtenez un naufrage industriel. Un vrai Titanic. 20 000 exemplaires seront vendus en 3 ans. Autant dire, rien. On en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, donc si ce modèle vous intrigue, je vous invite à aller voir nos précédentes vidéos consacrées à Talbot et à son histoire mouvementée. Passons à la suivante qui est... Numéro 4, Renault Safrane Biturbo, 93-96. La Safrane, à la base, c'est la remplaçante très attendue de la Renault 25. Une grande routière française, sérieuse, confortable, techniquement moderne, construite sur une plateforme entièrement nouvelle. Moteur transversal, essieu multibras à effet autodirectionnel, possibilité de suspension pilotée, transmission intégrale, Renault met le paquet. Toutefois, son style bio-design, assez rond, un peu anonyme, déroute. Ça manque de caractère dans un segment où l'image compte presque autant que la fiche technique. Et c'est là que Renault dégaine sa carte maîtresse, la Safrane Biturbo. Une façon de dire aux marques allemandes « On arrive, bougez pas ». Sous le capot, le bon vieux V6 PRV préparé par les sorciers allemands d'Artge reçoit 2 turbos. Le résultat donne un 268 chevaux, une transmission intégrale, 250 km/h bridé, une fabrication artisanale chez Imscher et un intérieur Baccarat avec cuir pleine fleur, boiserie, clim bison, siège ergomatique. C'est du luxe à la française, assumé, séduisant, presque insolent. Alors pourquoi cette machine incroyable se retrouve-t-elle dans les plus gros flops ? Pour plusieurs raisons, et elles font mal. Première raison, le prix, 428 000 francs, l'équivalent d'environ 92 000 € actuels. À ce tarif-là, on accédait à une BMW 540i, à une Mercedes E420, des voitures plus puissantes, mieux motorisées, mieux perçues, mieux reconnues. La Safrane Biturbo, malgré sa technologie, n'avait pas l'aura des Allemandes. Deuxième raison, l'image. Renault en 93, c'est pas du premium sportif. Et dans ce segment, la crédibilité fait la moitié du travail.
Troisième raison, la complexité. Assemblage en Allemagne, mécanique spécifique, suspension pilotée délicate, pièces hors de prix, maintenance difficile et très peu de garages capables de la suivre correctement. Seuls 806 exemplaires sont produits. Un chef-d'œuvre qui n'a pas trouvé son public. Numéro 3, Peugeot 607, 99 à 2010. Quand Peugeot présente la 607 au salon de Francfort en 99, l'objectif est de faire oublier les déboires de la 605. La marque y met les moyens, 559,6 millions d'euros de budget. Un style modernisé inspiré du concept Nautilus, une finition sérieuse, une présentation intérieure flatteuse, un confort royal et un équipement digne du premium. Elle repose sur une évolution de châssis de la 605 et de la Citroën XM, avec un combo très Peugeot. McPherson à l'avant, double triangulation à l'arrière, frein Brembo et même une version à amortissement piloté roue par roue sur la V6. Sur le papier, c'était très solide, avec un lancement plombé dès le début. Et là, catastrophe. Peu avant sa sortie, les journalistes d'Auto Plus publient un essai assassin avec une tenue de route jugée trop vive, un manque de stabilité et un comportement jugé dangereux. Peugeot doit réagir en urgence avec de plus grosses jantes, des réglages assagis, plusieurs retouches. L'image est écornée avant même que la voiture arrive en concession. Ensuite, il y a l'autre problème, la fiabilité électronique des premiers modèles. Rien de dramatique mécaniquement, assez pour entacher la confiance et dans le haut de gamme, la confiance, ça fait tout. Aussi, quand on s'attaque au BMW série 5, Mercedes classe E et Audi A6, il y a une règle simple. Il faut des moteurs puissants, tout de suite. Et Peugeot là-dessus a raté le coche. Au lancement, la 607 propose un 2 litres de essence 160 chevaux, un 3 litres V6 207 chevaux, un 1 litre 2 HDI 136 chevaux. Sauf que les versions qui marchaient vraiment, celles qui auraient pu attirer une clientèle exigeante, n'arrivent que trop tard, comme le 2 litres 7 V6 HDI 204 chevaux et la BVA6 moderne arrivée seulement en 2004. Autrement dit, 4 ans après le début de carrière. Dans ce segment, 4 ans, c'est une éternité. Pendant ce temps, les Allemandes trustent le marché avec des V6 et V8 bien plus performants. L'image sportive de la 607 ne décollera donc jamais. Ni Renault avec la Velsatis, ni Citroën avec la C6, ni Peugeot avec la 607 n'arrivent à rivaliser avec le prestige allemand. Ce n'est pas une question de qualité intrinsèque, c'est une question d'image, et cette image Peugeot ne l'avait plus. Avant de passer au numéro 2, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Vous êtes de plus en plus nombreux, et ça me motive à vous préparer des analyses toujours plus fouillées. Numéro 2, Citroën C6, 2005 à 2012. Quand Citroën présente la C6 au salon de Genève 2005, la marque arrive déjà avec 5 ans de retard. La XM s'est arrêtée en 2000 et le projet de sa remplaçante a accumulé les hésitations. Design remis en cause, ressources siphonnées par la C5 et un positionnement haut de gamme que Citroën n'osait plus vraiment assumer. Néanmoins, sur le papier, la C6 coche toutes les cases d'une grande berline statutaire. Ligne élégante inspirée de la CX, lunettes arrière concaves, portière sans cadre, et la dernière évolution de l'hydropneumatique, l'Hydractive 4, avec 7 sphères et un pilotage électronique ultra sophistiqué. Vous ne rouliez pas, vous flottiez. Et quand l'avant absorbait une bosse, le système préparait déjà l'arrière. Sous le capot, Citroën fait le choix du raisonnable. Un V6 essence de 215 chevaux, un V6 diesel 2 litres 7, puis 3 litres HDI de 240 chevaux. Le problème, face au BMW série 5 ou Mercedes classe E, pas de V8, pas de version sportive, pas de transmission haut de gamme. Et un prix d'entrée à 41 900 €, soit quasiment le niveau des Allemandes. Sauf que Citroën n'avait plus de prestige nécessaire pour justifier cette ambition tarifaire. Résultat, 5 276 ventes la première année, 7 141 la suivante. Et une descente inexorable vers l'oubli. Pourquoi cet échec ? On va dire positionnement flou. Citroën voulait faire du premium, sans oser affronter frontalement les Allemands avec une image trop sage pour les amateurs de sport et pas assez luxueuse pour les clients du haut de gamme. Et sans oublier les valeurs résiduelles catastrophiques. Les prix s'effondrent très vite, les dernières C6 neuves sont bradées. À moins 50%, impossible de rassurer un client premium avec ça. Et maintenant, on arrive au numéro 1. Celui-là, il fait mal. Très très mal. Numéro 1, DS9 2020-2024. La DS9 était censée être le grand retour du haut de gamme français. Le symbole de notre savoir-faire. La digne descendante spirituelle de la DS de 1955. Une berline statutaire,
longue de 4,93 m, raffinée, silencieuse, truffée de détails baroques comme seuls les designers français savent en faire. Sur le papier, on devait tenir notre revanche. Dans la réalité, c'est devenu l'un des plus gros flops de berline sportive française moderne. Et pour comprendre pourquoi, il faut revenir au début. La DS9 arrive d'abord en Chine en 2020, puis en Europe en 2021. DS Automobile communique fort. Châssis noble, confort typiquement français. Clin d'œil à la DS originale avec les fameux cornets lumineux juchés sur la lunette arrière. Tout est là pour raconter une histoire. Sauf que derrière la belle narration, plusieurs choix stratégiques vont plomber sa carrière. D'abord, son positionnement. Au moment où tout le monde se rue sur les SUV, DS lance une berline tricorps classique. Courageux ? Oui, mais totalement déconnecté du marché. DS explique que la DS9 vise surtout la Chine, un pays encore friand de grandes berlines. Logique, sauf qu'elle est fabriquée exclusivement en Chine. Et ça, pour une marque française qui revendique le luxe à la française, c'est un sacré problème d'image. Impossible pour elle d'obtenir une place de prestige, même à l'Elysée. Préfère continuer à rouler en DS7. Ensuite, il y a la technique. Face aux Audi A6, BMW Série 5 ou Mercedes Classe E, qui proposent toutes des 6 cylindres, la DS9 se contente d'un 4 cylindres 1,6 litre PureTech décliné en 225 chevaux ou en hybride 360 chevaux en haut de gamme. Économique ? Oui. Prestigieux ? Non. Et sans diesel, elle perd aussi la clientèle des gros rouleurs et des flottes, indispensables dans ce segment. Sur le design et l'intérieur, la DS9 fait quand même fort. Qualité perçue, cuir Nappa, ambiance feutrée, confort royal, suspension pilotée caméra. Mais là encore, un problème. L'infodivertissement est daté dès sa sortie. Et même une DS4 plus petite, moins chère, fait mieux technologiquement. Et puis, il y a les ventes. Elles parlent d'elles-mêmes. Moins de 10 000 exemplaires écoulés dans le monde en 4 ans. 272 unités en Chine en 2023, 326 en France. En 2024, DS jette l'éponge. La production est stoppée, remplacée par un grand crossover électrique. Alors, pourquoi ce numéro 1 ? Parce que la DS9, malgré ses qualités, incarne parfaitement ce paradoxe français. On sait fabriquer du haut de gamme, mais on n'arrive pas à le vendre. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette analyse. Si la vidéo vous a plu, pensez au like, à l'abonnement et on se retrouve très vite dans le garage français.